Bonjour, donc on va parler de la baisse des taux par la Fed, la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, de 50 points de base. Donc ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient réduire de 0,5% le taux du crédit directeur, et donc à ce moment-là, ça va permettre de faire baisser les taux de crédit pour l'ensemble de l'économie. Alors, je refais cette vidéo parce qu'en fait, je l'avais déjà faite, mais voilà, ça arrive des fois, il n'y avait pas de son, donc je suis obligé de refaire la vidéo. Et merci à ceux qui me l'ont signalé parce que c'est vrai que j'avais même pas vérifié, donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit le titre de Le Temps, hein, c'est un très bon journal suisse. La Réserve fédérale américaine a opté pour une approche musclée afin de gérer le ralentissement de la croissance américaine, sans provoquer une poussée du chômage. Alors, on verra que provoquer une poussée du chômage, en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire il y a déjà un chômage qui est en train de monter. On va voir que c'est un signal indicateur de récession, justement, et donc gérer le ralentissement de la croissance américaine, ben oui, parce en ce moment, les choses se passent pas si bien que ça aux États-Unis. Il y a des plans de licenciement dans les entreprises et ça se passe vraiment pas bien du tout. On va examiner ça de manière plus en détail, et puis aussi je vais vous montrer, alors je l'avais appliqué à un pays, c'était la Thaïlande, mais j'en ai rajouté un autre pour la deuxième version de cette vidéo qui va être le Paraguay. Donc on va étudier deux pays, la Thaïlande et le Paraguay, parce que je sais que j'ai des auditeurs qui se trouvent au Paraguay, donc voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir discuter un peu des différents pays où on a des expatriés francophones. Alors, de quoi parle-t-on? On parle des taux de crédit et tout l'objectif de cette vidéo, c'est en fait de vous montrer qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer de voir si le pays dans lequel on est en expatriation, eh bien, peut supporter une crise. Autant ça peut paraître assez évident pour les pays développés. Je veux dire, par exemple, si vous êtes expatrié en Espagne, expatrié en Allemagne, dans des pays où les statistiques existent depuis longtemps, qui sont des pays développés, qui sont des pays insérés dans l'économie, en tout cas occidentale. Généralement, si vous avez une crise, vous savez bien que ça va impacter tout le monde à peu près de la même façon. Donc voilà, ça sert. Voilà, vous avez déjà une vision de ces choses-là, et donc vous connaissez peut-être plus ou moins les conséquences. C'est pas nécessairement le cas si vous allez dans des pays, et c'est bien le sujet de cette vidéo, un peu d'étude. C'est pas vraiment le cas si vous allez dans un pays en voie de développement ou dans les pays émergents. Voilà, c'est parce que il n'y a pas nécessairement l'expérience justement de ce qui s'est passé auparavant. Alors il y a bien des chiffres, il y a bien des courbes, on va voir pour ces deux pays, la Thaïlande et le Paraguay. Mais voilà, ensuite il faut savoir interpréter, et puis ensuite il faut savoir prendre en compte le contexte de maintenant et le contexte historique. Alors déjà, pour la France, j'ai fait spécifiquement une vidéo sur ce sujet-là. Euh, et je vais vous mettre le lien dans la description. Il faut quand même déjà comprendre que 0,5 point de base, ça veut dire aujourd'hui on en est là. Je vérifie que... Ouais. Aujourd'hui on en est là, on en est ici là. Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez, on a subi depuis à peu près maintenant 2 ans, même plus, hein, ouais, à peu près 2 ans, la crise. Une crise due d'abord à l'inflation, puis à la montée des taux pour combattre cette inflation. Et donc maintenant, on commence à avoir les effets négatifs sur l'économie. Les effets négatifs sur l'économie en Europe, c'est évident. Il y a vraiment un gros problème. On est probablement en Europe aux portes de la récession. Et ça se passe extrêmement mal aux États-Unis, où on voit les indicateurs de récession future dans les trimestres qui viennent. Il y a deux indicateurs qui viennent de se lever. Donc,
on voit que généralement, ça se passe quand on est en phase de descente du crédit. Pourquoi? Vous voyez, ici, là, là, ici, là. Pourquoi? Parce que généralement, les autorités monétaires reconnaissent qu'il y a une crise, reconnaissent qu'il y a une récession en cours, et donc diminuent les taux du crédit pour pouvoir faciliter l'investissement, les trésoreries d'entreprise, la consommation, etc. Et à chaque fois, c'est pareil et c'est normal, hein, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu une différence dans les années 80 parce qu'en fait, il y avait un choc inflationniste. Donc c'est pour ça qu'on voit des pics vers le haut. Mais on va voir qu'on a des indicateurs donc, qui montent. Ça, c'est pas nécessairement un indicateur de futur de la récession. Donc le plus connu, on va dire, c'est celui-là. C'est le 10 ans moins 2 ans américain. Donc c'est taux long moins taux court. Donc pourcentage d'un taux à 10 ans moins pourcentage d'un taux à 2 ans. Ça donne une courbe, hein, historiquement, et on voit en fait que quand on passe au-dessus du zéro, c'est-à-dire on passe en dessous la barre du zéro pour commencer, et ensuite on repasse au-dessus du zéro, et dans les trimestres qui viennent, donc ça dépend, 1, 2, 3 trimestres qui viennent, à ce moment-là, on a une récession économique. On a une récession qui peut être extrêmement grave, hein. On a eu un début de récession en début 2020 provoqué par ça ici, mais c'est passé inaperçu évidemment avec la pandémie. On a eu ici évidemment la crise des subprimes, l'explosion de la bulle Internet, la crise grave des débuts des années 90 et puis la crise du pétrole et ici dans les années 80 évidemment. Enfin, je veux dire, faut se rappeler qu'ici on est passé quand même de à peu près 300 000 chômeurs en France à 3 millions sur cette période-là, sur cette longue période. Donc ça a vraiment été une crise très très difficile. Donc voilà, ça vous donne un indicateur. Et si on regarde exactement ce qui se passe maintenant, hein, si on regarde vraiment dans le détail, on voit qu'on est passé ici sous la courbe, sous le zéro. Et puis là, ben, on est en train de repasser et ça fait il n'y a pas longtemps. Alors je vais regarder, c'est d'à peu près début, voilà, fin août, début septembre. On repasse au-dessus de l'indicateur et là, on marque clairement un signal d'une récession future dans les trimestres qui viennent. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marqué et d'assez systématique. La récession peut être très grave. Je veux dire, c'est le cas par exemple de ce que vous avez lors de la crise des subprimes, éclatement de la bulle Internet, pareil, tout ça c'est vraiment des crises extrêmement graves. Donc vous pouvez imaginer que dans les trimestres qui viennent, bah, vous aurez une crise extrêmement grave. Il y a un autre indicateur qui est lié cette fois-ci au chômage, hein. Donc on calcule ça avec les chiffres du chômage. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais vous pouvez regarder ça sur Internet hein, si vous le souhaitez. En fait, ici, quand cette courbe dépasse les 0,5, à ce moment-là, c'est le signal d'une récession. Et on voit à chaque fois en fait, que le signal est monté comme ça, bah, à chaque fois, il y a une récession. C'est ce que vous voyez ici en gris. Donc, si je regarde maintenant de manière plus détaillée, là, ici, ça, c'est la crise non, pardon, c'est pas la crise des subprimes, c'est la pandémie, hein. Et puis là, eh bien, on a enfin, avant la pandémie, puisque ça commence en février, mars, voilà. Euh, Et puis après, eh bien, on a ici, donc on voit bien un 0,43, juillet 0,53. Donc voilà, on marque un début de refroidissement de l'économie. Donc ces indicateurs, en fait, indiquent qu'on va très probablement avoir une récession assez grave, en fait, dans les trimestres qui viennent. Des études ont été faites pour montrer que la gravité de la récession était fonction de la surface que vous aviez ici. Donc combien de temps ça dure et combien c'est profond. C'est normal parce qu'en fait ça veut dire pendant cette période, si vous voulez, le crédit est diminué, voire très fortement diminué. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous avez moins de crédit pour l'achat immobilier, vous avez moins de crédit pour la trésorerie des entreprises, donc les entreprises coulent, donc elles font faillite.
elles mettent des gens au chômage et c'est le cercle vicieux. Donc voilà un peu la situation. On voit qu'on est dans une situation qui ressemble ici beaucoup à ce qu'on a connu pendant la crise des subprimes. Alors, la crise, elle commence là, en fait. Elle commence à partir du moment où les taux montent. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y avait de l'inflation, donc on a monté les taux. Puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça commence à abîmer l'économie, donc on les baisse, mais évidemment, c'est trop tard. Et la récession s'installe, arrive ici. Alors, il y a deux phénomènes. Vous avez ce phénomène-là, on va dire c'est un phénomène quelque part, entre guillemets, d'atterrissage en douceur. Mais le problème, si vous voulez, c'est que dans la phase de montée, c'est-à-dire quand le crédit est gratuit et tout le monde prend beaucoup de risques, et à ce moment-là, vous pouvez avoir des acteurs qui vont se retrouver dans une situation telle que ça peut déclencher une crise extrêmement grave. Ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes, hein, c'est que vous aviez, je vais peut-être agrandir ça un peu, vous avez donc la crise des subprimes, le fait que les gens, vous voyez les taux de crédit monter, les gens ont finalement perdu du pouvoir d'achat, ils n'arrivaient pas à rembourser leur crédit, donc il y a eu un enchaînement de faillites finalement, impossibilité de rembourser les prêts. Et donc petit à petit, le secteur immobilier et les dettes qui étaient adossées justement au secteur immobilier ont fait un effet d'avalanche et ça a entraîné alors d'abord la banque Bear Stearns qui a eu des problèmes et puis Lehman Brothers qui a aussi eu des problèmes par la suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces événements-là, en fait, quelque part, on ne peut pas les prévoir. Vous ne pouvez pas savoir que telle banque, tel organisme financier, telle grosse entreprise internationale va faire faillite. Ça, c'est pas possible. Ou même tel pays, éventuellement, va faire faillite. Ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Simplement, c'est un truc qui se révèle au grand jour comme un accident. Voilà. Le tissu, il a été affaibli pendant des années à cause du crédit trop fort. Et tout d'un coup, tout commence à craquer. Donc il y a comme le crédit était très élevé, il y a des gens qui se sont mis à spéculer sur la hausse des rentrées d'argent, etc. Puis finalement, ça se passe mal. Les rendements annoncés ne sont pas au rendez-vous. Il faut rembourser les gens qui ont investi, etc. Et là, on se rend compte que c'est pas possible. Et éventuellement, vous avez des trucs comme les CDS, les CDO, vous avez tout un tas d'outils financiers qui ont vraiment envenimé la crise. Donc, c'est un peu pour ça que quand j'en avais parlé à l'époque avec des gens dans le milieu des affaires, tout ça, les gens ne croyaient pas trop vraiment à une crise grave, à vrai dire. Hein. Jusqu'à Lehman Brothers, en fait, les gens voyait pas la crise grave. Il y avait peu de personnes qui étaient vraiment au courant de ça, enfin pas au courant, mais qui avaient vraiment anticipé le truc. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il y a eu Lehman Brothers, et là, ça a été vraiment un événement déclencheur de la panique. Et c'est là, en fait, où tout d'un coup, tout s'est arrêté. Les banques se faisaient plus confiance, etc. Ça peut très bien se reproduire ici. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui empêche que ça se reproduise ici. Parce que, par exemple, il y a des acteurs qui auraient trop investi de manière irraisonnée dans les nouvelles technologies, ou qui auraient trop investi dans le Bitcoin ou les crypto-monnaies, ou qui auraient trop joué, encore une fois, avec les CDS, les CDO et tous les instruments financiers. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Je veux dire, même vous avez, je sais pas, la tokenisation où vous avez facilement des rendements à 10% alors que vous avez des taux à 5. Voilà, vous avez tout un tas de choses en fait qui font que vous savez pas d'où peut venir le maillon faible, où se trouve le maillon faible. Voilà. C'est la bonne image. Hein. Vous savez pas où est le maillon faible. Et ça déclenche la panique et la crise grave. Donc, une fois que vous êtes dans la crise grave, après, c'est là où intervient l'étude par pays.
Donc par exemple, je regarde la Thaïlande. La Thaïlande, on regarde le Thailand GDP Annual Growth Rate. Donc c'est l'augmentation du PIB par an. Donc là, on voit que on voit que par exemple récemment, pour la Thaïlande, on était à peu près, on va dire, aller à 2%, voilà, en moyenne, on va dire, peut-être, ouais, voilà, on va dire 2% en moyenne sur la période post-pandémie. Sur la période pré-pandémie, on était à peu près à 3,5, on va dire, je le fais à 3,5. Le cycle précédent, entre 2001 et 2007, on était voilà, dans une moyenne de 5 à peu près, 5%. Donc on voit qu'il y a une évolution quand même du PIB. Ça correspond à un pays qui est un pays émergent, c'est-à-dire qu'on voit que au départ on a des pics de croissance, puis petit à petit, bah, au fur et à mesure que le pays se développe, etc., ça diminue, c'est à peu près normal. On voit aussi la marque des crises. Donc là, c'est la pandémie, hein, 2020. Vous avez 2013 et 2012, 2011 avec les problèmes de l'euro. Donc on peut penser éventuellement que ça peut être une problématique de tourisme, hein. Peut-être qu'il y avait moins de touristes, ce qui peut être le cas ici aussi. Et puis il y a eu la crise des subprimes. Donc là encore, en 2009, on voit que bah, il y a eu un impact. Il y a eu un impact paradoxalement moins fort que pendant la pandémie. Et puis moins fort aussi que en 1998, à l'époque c'était la crise asiatique. Donc, et je crois que la Thaïlande était même d'ailleurs à l'époque à l'épicentre du problème. Donc finalement, on se rend compte qu'on a été testé quand même quelque part les -12 de croissance. Par contre, il y a eu des années, voilà, il y a eu +15, +12. Donc voilà, même après la pandémie, il y a eu 7,7. Donc il y a quand même, voilà, quelque part, on voit que la Thaïlande subit les coups des crises. Bon, on voit que c'est quand même relativement temporaire. Euh, mais là, ça correspond peut-être à une plus grande intégration. C'est-à-dire, plus on va vers 2024, plus on a une plus grande intégration dans l'économie internationale, avec peut-être plus de voyages en avion, plus de touristes qui viennent en Thaïlande, plus de gens qui s'y expatrient, etc. Donc tout ça, quelque part, s'attend à faire monter, on va dire, le PIB de la Thaïlande. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire que la situation qu'on a maintenant, elle est probablement différente de celle qu'il y avait là. Et plus on va dans l'histoire, enfin dans l'histoire, je veux dire dans les années 90, plus à ce moment-là, on voit que euh, on est moins dépendant dans les années 90 de ce qui se fait des échanges internationaux. Mais ça veut dire que peut-être à cette époque-là, en fait, la Thaïlande était moins perméable aux crises qu'elle ne l'est maintenant, hein, puisqu'on voit quand même, bon, il y a quand même eu une chute importante pendant la pandémie, et il y a quand même eu, enfin, la période post-pandémie, c'est quand même bien moindre en croissance que ce qu'il y avait avant, voilà, pendant 4 ans, hein. Donc ça ne veut pas dire que ça remontera pas, mais en tout cas, là, il y a clairement quelque chose. Et d'ailleurs, les décisions qui sont prises ou les bruits qui courent au niveau fiscal, peut-être ça peut être lié aussi à ce genre de choses-là, parce que maintenant, les États commencent à, comment dire, reprendre les choses en main, reprendre quelque part leur esprit, faire des comparaisons, refaire les budgets, etc. C'est évident que si on compare la période d'avant la pandémie et celle d'après, eh ben, il y a un problème. Donc voilà.
Donc la Thaïlande, en fait, s'intègre dans le concert international, si j'ose dire, mais enfin, la contrepartie du coup, c'est que bah, peut-être elle est plus influencée par les crises économiques. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'on peut dire. Alors maintenant, il y a sans doute d'autres choses qui peuvent être vues, par exemple les prix. Euh, voilà, par exemple, on peut prendre, vous avez Core Inflation Rate year to year. Voilà. Donc vous pouvez regarder, avant vous aviez une inflation qui pouvait être relativement importante, et puis après, ça s'est vraiment très nettement calmé, quoi. Je veux dire, même ça n'a pas atteint les niveaux qu'il y avait en France, par exemple. Alors, ensuite, le Paraguay. Donc le Paraguay, c'est assez différent. C'est-à-dire que au niveau du Paraguay, on peut voir que ça varie beaucoup. Donc pour le Paraguay, on peut voir que les variations sont très importantes, mais que finalement, j'allais dire presque par rapport à la Thaïlande, ils s'en sortent pas trop mal en post-pandémie finalement, hein, puisque là, on voit on est entre 3 et 4, donc on est à peu près à 3,5 de croissance, hein, du PIB. Évidemment, il y a eu une chute à -7 en 2020, mais par contre, après, c'est monté à 14, voilà. Donc ça a un peu bougé, hein. Euh, et puis, bon, on voit quand même que la période de 2012 jusqu'à 2000, ouais, 2019, en fait, voilà, la moyenne, c'est quelque chose aux alentours de 5% quand même. Donc, il y a quand même une croissance qui est intéressante. On voit que au moment de la crise des subprimes, bah, finalement, ça n'a pas chuté tant que ça. Il y a eu voilà, moins 3,4 de baisse de PIB. Et puis, malgré tout, c'est quand même entouré de périodes à voilà, 4,5 et puis à 13,5. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose de notable. On peut voir par contre que voilà, aux alentours des années 2000, bon, il y a eu probablement une baisse du PIB. Alors, est-ce que c'est lié à l'explosion de la bulle Internet qui a impacté peut-être plus l'Amérique latine, vu sa proximité avec les États-Unis, il faut voir. En tout cas, il y a peut-être eu moins de problèmes après pendant la crise des subprimes. On voit quand même ici, quelque part, que de 2013 à 2009, on a quand même une pente, voire même, voilà, on a quand même quelque part une pente descendante, et donc qui pourrait être liée, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, hein, euh, voilà, c'est en fait c'est cette partie-là. Donc là, on est en 2013, début 2013, et puis on va dire qu'on peut poursuivre jusqu'à ouais, fin 2019. Donc début 2013, c'est là, et 2019, c'est là. Donc on voit en fait que l'augmentation progressive des taux d'intérêt aux États-Unis a posé des problèmes au Paraguay. C'est assez visible en fait. On voit très bien que l'augmentation des taux comme ça a posé un véritable problème. Et effectivement, à l'époque, ce qui s'était passé, bah, c'est qu'il y avait eu, on voit bien ici, une récession, hein, avec une baisse, j'allais dire pas forcée, mais quelque part, ils ont été obligés de baisser les taux pour éviter une récession grave, en fait. Et donc, c'est pour ça, après, que ça a baissé. Et puis avec la pandémie, bon, bah, effectivement, ils ont mis les taux à zéro derrière. Mais on voit quand même l'impact ici, hein. Donc ça correspond en fait à cette baisse-là. Alors bien sûr, le Paraguay n'est peut-être pas nécessairement que dépendant des États-Unis, mais probablement ces dernières années, il y a eu des, je sais pas, des choses que c'est pas un pays que je connais, hein. Donc
il y a probablement eu des choses au niveau économique qui ont été faites, au niveau réglementation, au niveau business, etc., qui font que ça a peut-être amélioré de beaucoup l'économie locale. Et donc c'est pour ça qu'on est reparti quelque part dans une hausse du PIB, alors que, de croissance du PIB, alors qu'avant on était plutôt dans une baisse de la croissance du PIB. Donc voilà comment on peut analyser en fait ça. Et donc maintenant, l'idée c'est de se dire, dans ces deux pays, au niveau de la Thaïlande, hein, qu'est-ce qui se passerait si on avait une crise comme les subprimes? Donc moi je pense que vous auriez probablement quelque chose qui se situerait entre la crise des subprimes et la partie et la pandémie en fait, quelque chose d'un peu intermédiaire entre les deux. Euh, si on était dans le même cas de figure. Bon, ça c'est juste une hypothèse comme ça au doigt mouillé, hein, je veux dire. Et pour ce qui concerne le Paraguay, je pense que le Paraguay, on verrait nécessairement un impact, disons, plus important. On voit bien que à chaque fois, en fait, qu'il y a un choc sur l'économie, ça vient se traduire directement. Alors, les variations sont peut-être pas très importantes, mais bon, il y a quand même des variations. Mais le bon côté du truc, c'est qu'il y a des variations à la baisse, mais des variations à la hausse. Donc voilà, on obtient quelque part une moyenne voilà, qui est assez fluctuante comme ça. Euh, voilà, entre ça doit faire sur le long terme, hein, on doit être sur du 4%, ce qui est pas mal, hein, ce qui est vraiment pas mal. Mais euh, on voit que une crise grave, en fait, peut-être pourrait avoir un impact modéré à ce moment-là sur l'économie du Paraguay. Mais c'est juste une hypothèse, hein. Je veux dire, je regarde ça comme ça, juste en regardant la courbe. Il faudrait prendre en compte sans doute d'autres critères économiques macro pour arriver à avoir une image un peu plus exacte. Mais pour les gens qui connaissent bien le Paraguay, pour le coup, bah, ça peut être, c'est un début d'étude. Après, c'est à vous de faire votre propre étude pour, si vous êtes expatrié au Paraguay, eh ben, arriver à trouver ça. Et puis, si vous êtes dans d'autres pays que j'ai évidemment pas traité là, eh bien, vous voyez un peu la méthode, vous voyez un peu comment faire, aussi où est-ce qu'il faut aller. Et puis, alors, c'est un site qui s'appelle tradingeconomics.com et sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes ces informations. Trading Economics, je vais vous afficher l'URL. Voilà. Vous avez l'URL tout en haut, là. Vous avez l'URL ici, là. tradingeconomics.com. C'est très bien hein, comme site. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le sujet? Sur le sujet, eh bien, il y a le Nasdaq. Donc, on peut voir aujourd'hui l'effet que l'annonce a eu sur le Nasdaq. En fait, c'est ici. On est le 18 septembre. Je fais cette vidéo le 19, mais on voit que voilà, il y a eu, ça a fait une mèche vers le haut et puis c'est redescendu. Euh, c'est pas l'enthousiasme hein, à la bourse de New York en tout cas. Euh, voilà, on voit vraiment à ce niveau-là que c'est pas top sur les valeurs des nouvelles technologies quand même, hein. Donc donc si on prend le SP500, on voit pareil, hein, vous avez une bougie comme ça vers le haut, une bougie rouge. C'est pas non plus un très très bon signe. En tout cas, ça signe pas un enthousiasme démesuré de la part des marchés. Alors que normalement, si vous voulez, une baisse de 0,5%, ça aurait dû
remplir d'optimisme les marchés. Parce que ça aurait fait plus d'argent frais pour pouvoir investir en bourse, etc. Là, on sent bien que quelque part, on vient d'acter que l'économie se portait pas bien. Et donc, les investisseurs, ça les rassure pas, on va dire. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo. Donc je voudrais encore vous remercier pour ceux qui ont commenté la vidéo précédente pour me dire qu'il n'y avait pas de son, parce que j'ai tenu compte de votre commentaire puisque j'ai recommencé celle-là. Voilà, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.